merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager son expérience. Donc, je m'appelle Stéphane Boukris, j'ai 31 ans. J'ai un parcours assez classique. J'ai commencé par un BBA à l'ESSEC, j'ai fait un master à l'ESCP. J'ai étudié un petit peu dans la Silicon Valley. J'ai eu la chance de vivre un an à San José. Je suis revenu dans les années, c'était en 2007. J'ai monté une première start-up, donc c'était en 2007, qui s'appelait Staff, dans les services à domicile. C'était un nom très bizarre. Donc Staff, c'était déjà un portail de services à domicile. C'était le premier portail en France qui mettait en relation des babysitters, des profs de maths, des nounous, avec des gens qui en avaient besoin dans les grandes villes de France, sans intermédiaire en temps réel. Donc en soi, l'idée était assez intéressante. Le nom était particulier, le nom c'était Staff, S-T-A-A-F-F. C'était à l'époque où il y avait des Yahoo, des Google, on doublait les voyelles et ça faisait mieux dans les business plans. Donc moi je me suis dit c'est génial, on va doubler la voyelle et la consonne, ce qui rendait quelque chose d'assez incompréhensible puisque les gens tapaient S-T-A-F ou A-2-F et donc j'ai perdu la moitié du trafic certainement que j'ai acquis vers mes concurrents. Donc voilà, c'est note pour plus tard, je me suis toujours dit à partir de ce moment-là, il faut faire des noms assez simples. Et juste pour l'anecdote assez intéressante, quand on me rachètera la boîte, puisque j'ai réussi à la revendre un an et demi plus tard, la personne qui m'a acheté donc, le fonds de commerce a fait le chèque à l'ordre de Staff et a fait une faute d'orthographe en signant le chèque donc à l'ordre. Donc ça pour dire que le nom c'est important et si même la personne qui vous achète la boîte ne sait pas comment s'appelle la boîte, c'est qu'il y a un souci. Les services à domicile, on met en relation l'offre et la demande, c'est extraordinaire. Le principal écueil de mon aventure, c'est qu'en fait, sur ce genre de service, il faut arriver à matcher l'offre et la demande au même moment, au même endroit. C'est-à-dire que sur eBay, c'est très simple, vendez une PlayStation. Si quelqu'un veut acheter une PlayStation en Chine, au Brésil, je ne sais pas où, c'est assez simple, il n'y a pas de limite dans le temps. Par contre, pour des services à domicile en temps réel, en plus de la question de la sécurité, de la confidentialité, vous avez un problème de matching, offre et demande au même endroit, au même moment. Donc ça a été très difficile, c'était ma première aventure. Je sortais tout droit d'un master de l'ESCP et j'ai beaucoup appris. J'ai appris pas mal de choses. J'ai pas gagné les millions espérés comme quand on lance sa start-up. J'ai malgré tout, à l'époque, j'ai remporté la BFM Academy. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, qui regardent BFM Business, la chaîne de BFM sur les start-up, les entreprises. Donc j'ai remporté la BFM Academy, donc c'était beaucoup de visibilité. Ça a permis à la start-up finalement de se faire beaucoup connaître. Et j'ai eu plein de prestataires qui se sont inscrits par la suite sur la plateforme, ce qui m'a permis de la revendre par la suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de clients, mais il y avait beaucoup de prestataires. Et donc, début 2009, j'ai eu une offre de rachat pour les actifs de l'entreprise, à savoir une base très qualifiée de prestataires en France. Donc ça, c'est ma première aventure. Donc j'avais une idée, je l'ai mis en place très rapidement. En parallèle de Staff... Très rapidement, c'est en combien de temps? C'est simple, l'entreprise a été matriculée fin 2007, je l'ai vendue début 2009. Donc c'était assez express. Juste, vous avez dit que le nom c'était une erreur, il y en a eu d'autres dans cette expérience? Alors justement, je vais vous raconter après, il y a plein d'autres expériences où j'ai pris des noms beaucoup plus simples et quand je vais vous parler des autres projets que j'ai montés par la suite, je vais vous dire ok, on comprend pourquoi il nous a dit ça en préambule. En fait, juste l'aventure qui vient juste après, en parallèle de Staff, donc Staff c'était beaucoup de cours particuliers. Il y a plein de demandes là-dessus. Et moi, en parallèle de ma start-up, vu que je ne gagnais pas très bien ma vie, et à l'époque, j'avais une copine qui me coûtait très cher, je donnais des cours particuliers de 18h à 21h tous les soirs, en parallèle de ma vie d'entrepreneur. Et à un moment, donc je donnais à Boulogne, à Neuilly, dans le 16e, voilà, là où j'étais relativement bien payé. Et à un moment, je donnais des cours au fils d'ailleurs d'un producteur très connu. Et il s'appelait, je sais plus, je crois qu'il s'appelait Victor. Et il me dit, écoute Stéphane, fais-moi mon devoir, le devoir de maths. Ça fait 1 heure que tu m'expliques voilà, le problème, j'ai pas compris. Donc fais-moi mon devoir et tu seras quand même payé et on dit rien à mes parents. Au début, je fais non, on peut pas faire ça et tout. Et au bout d'une demi-heure, il comprenait rien. Je dis bon, je te fais la solution, je te fais l'exercice et je lui ai donné le devoir. Et je suis sorti de là, donc j'ai été rémunéré pour faire ce travail. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en sortant de là, je me suis retrouvé donc dans l'ascenseur et je me suis dit, si tous les enfants de France, ou en tout cas ceux de Boulogne, 16e, Neuilly, pensent comme ça, en tout cas, on tient une idée, aussi subversive soit-elle. Et comme Staff, ça battait un peu de l'aile, 3 semaines plus tard, j'ai eu l'idée, bonne ou mauvaise idée, de monter un site qui s'appelait faitmesdevoirs.com. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, Fais mes devoirs, c'était un... Oui. Alors, généralement, vous allez voir, pendant le speech, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'était toi ?» Ouais, c'était oui. Donc, je plaide coupable. Donc, Fais mes devoirs, on l'a monté en 3 semaines.
Et alors que là-bas, j'attendais 10 à 15 visiteurs la première semaine de lancement, on a eu 1 million de visiteurs uniques naturels en l'espace de 3 heures. Et donc on a dû fermer le premier jour, puisque au bout de 3 heures, on n'a pas dépensé un seul centime en communication. On a opté pour le buzz marketing. C'est là que j'ai commencé à gagner une casquette de buzz marketeur sur le marché. Et c'était assez marrant, puisque en fait, mes RP, mes attachés de presse, c'était Xavier Darcos, Valérie Pécresse à l'époque, Nadine Morano. Ils allaient sur toutes les radios et toutes les télés pour dire que c'était un scandale. Et à chaque fois qu'ils disaient que c'était un scandale, on avait du trafic en plus. Donc je ne les remercierai jamais assez. C'est vraiment nos RP attitrés. Donc j'ai lancé le site un jeudi. Donc fais mes devoirs. Donc pour répondre à la question, non, très simple, justement, fais mes devoirs. On fait les devoirs des élèves. Donc c'est plus simple que Staff, l'aventure précédente. Juste après, donc j'ai lancé le site le jeudi. Je l'ai fermé le vendredi parce que en haut, on m'a dit qu'il ne fallait pas que le site reste en ligne, c'était pas bien pour l'éducation nationale, donc j'ai dû fermer très rapidement dans la précipitation. J'ouvre le site là un jeudi, je ferme le vendredi. Samedi matin, j'ai un coup de fil. Avant d'aller faire mon jogging, je me souviens, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit « Le président Descroix-Vernier veut vous parler ». Alors je ne sais pas de quel pays venait le président Descroix-Vernier, Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Mais moi, je ne savais pas qui c'était, on est en mars 2000, on devait être vers le 20 mars 2009. Et donc je vais sur Google. Alors si vous avez vos ordi devant vous, je vous invite à taper Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Et je vois un type sur sa péniche à Amsterdam, dreadlocks, kilt, 20 cm de talons, des bouts de verre encastrés dans les talons, Nouveau Testament iPod, et des chats sur la péniche, un peu comme le Dr Matt dans Inspecteur Gadget. Donc un personnage assez haut en couleur. Donc voilà, elle n'est pas tout à fait habillée pareil. Mais, et c'est assez marrant puisque la dame me dit « Le président Descroix-Vernier veut vous parler, est-ce que vous êtes disponible à 15h ?» Alors moi j'avais Staff donc, qui battait un peu de l'aile, qui était sur la revente, mais qui n'allait pas me fournir les millions espérés. Fait mes devoirs qui étaient fermés maintenant. Super le trophée de la BFM Academy, mais j'avais déjà dépensé la dotation qu'ils m'avaient donnée. Donc je me retrouve un peu voilà, en entre-deux, mais après avoir été assez secoué par tous les 20h et les journaux télé qu'on a pu voir. Donc j'ai Jean-Baptiste Descroix-Vernier qui m'appelle sur Skype à 15h et qui me dit « Voilà Stéphane, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. BFM Academy, la start-up, fais mes devoirs, on t'a vu partout, c'est génial. J'ai besoin de quelqu'un comme toi pour venir diriger certaines entités du groupe Rentability Web, puisque c'est le président du groupe Rentability Web, en France. » Je dis « Bon, ben, très bien, alors je vois que vous me faites une offre, il n'y a pas de souci, monsieur Descroix-Vernier. J'ai vu que vous étiez à Amsterdam, je prends un billet de Thalys et je suis chez vous dans 3-4 heures. Je peux être chez vous ce soir vers 8 ou 9 heures, on n'a qu'à aller manger ou boire un verre. » Il me dit « Non, Stéphane, en effet, je vais te proposer de rentrer en tant que dirigeant du groupe Rentability Web. On ne va pas se voir et on se verra sans doute jamais. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte là ?» Je dis « Vous me proposez bien ?» Il dit « Oui, je te propose. » Je dis « Mais vous voulez pas qu'on se voit ou quoi ?» Il me dit « Non, Stéphane, pour plein de raisons que je ne peux pas évoquer, on ne va pas se voir. » Donc il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « Qu'est-ce que je veux un poste de dirigeant d'un grand groupe coté en bourse et tout, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. » Il me dit « Combien tu veux gagner ?» Un entrepreneur, ça n'a jamais gagné de salaire. Moi, je n'avais jamais gagné de salaire à l'époque. À l'époque, j'ai tous mes copains qui étaient avocats qui me disaient « je gagne tant, je gagne tant ». Alors, il faut savoir qu'un avocat, entre ce qu'il dit et ce qui reste après, il faut diviser par 2. Mais moi, il me disait que la partie initiale. Donc, il me disait tout, je gagne 70 000, 80 000 euros. Donc, je dis à Jean-Baptiste Descroix-Vernier, je me souviens, j'écris, je sais pas, 80 000 euros. Et il me dit « oui, c'est ce que tu vas gagner la première année ». Donc, je dis « bah, génial, alors où est-ce que je signe ?» Et il me dit « voilà comment ça va se passer si tu es d'accord. On est samedi. Laisse-moi quelques jours, mardi ou mercredi, plutôt mercredi, tu vas te rendre au siège de Rentability Web en France. À l'époque, c'était à Gennevilliers, dans une zone industrielle. Je me suis dit, c'est un coup des journalistes, après fait mes devoirs, ça a mal tourné l'histoire. Et il me dit, voilà, tu vas rentrer dans le bâtiment, Rentability Web. Il y a un type qui va t'ouvrir la porte, il s'appelle Romain Perra. C'est un des dirigeants du groupe en France. Il va venir te chercher, il va t'accompagner à ton bureau. Sur le bureau, il y aura une enveloppe, et dans l'enveloppe, il y aura un contrat à durée indéterminée. Tu signeras ce CDI et tu deviendras un ninja. Véridique. C'est comme ça que s'appellent les salariés du groupe Rentability Web et je vous invite à vous renseigner sur cette super boîte voilà, qui fait de la monétisation et de la création d'audience en ligne. Donc, je suis rentré chez Rentability Web après une aventure entrepreneuriale pour devenir intrapreneur à ce moment-là, donc pour développer un petit peu comme vous faites des projets pour le compte d'un grand groupe. Et alors, Rentability Web, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe qui a pignon sur rue. Au capital, il y a des gens comme Bernard Arnault, comme François Pinault, Pierre Berger, Jean-Marie Messier. Donc, c'était sérieux. C'était pas genre la start-up qui démarrait avec 2 types dans un garage. Donc, bon, moi, j'ai signé. Je suis rentré là-bas donc début 2009 et je suis resté 2 ans là-bas. Donc, j'ai piloté pas mal de projets.
certains qui ont abouti, d'autres qui n'ont pas abouti. Je suis passé par les services interactifs, par le pôle publishing, le pôle édition. Donc j'ai fait du B2B, du B2C, c'était assez intéressant. Je vais vous dire quelque chose, je vous le dis, je ne devrais pas vous le dire, mais vous allez le retrouver certainement en me googlisant en ce moment ou plus tard. Donc je vous dis tout. Je suis aussi connu pour la fameuse ou infameuse opération de distribution de billets au pied de la Tour Eiffel. Alors il y en a qui connaissent, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 14 novembre 2009, il y a un fou furieux qui promettait de distribuer de l'argent au pied de la Tour Eiffel. Ça vous parle. Alors le fou furieux, c'était moi. Et en fait, l'idée, c'était de promouvoir une start-up en ligne qui s'appelait Mailorama. Et donc l'idée, en fait, dans mon aventure chez Rentability Web, j'ai un des directeurs de Mailorama qui vient me voir et qui me dit « Stéphane, on a adoré ce que tu as fait avant, ce que tu as fait depuis que tu es arrivé. Il faut que tu nous fasses une super opération pour le site Mailorama. » Je dis « Très bien, Mailorama, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Il me dit « Mailorama, c'est un site internet de cashback. » Je dis « Alors, c'est super, mais c'est quoi le cashback ?» Un cashback, il me dit « Tu vas sur Fnac.com, sur Carrefour, sur Rue du Commerce, tu fais tes achats. Et au lieu d'avoir des points fidélité, comme on peut avoir chez Total ou chez Esso, on donne du cash. Donc je dis, votre métier, c'est finalement de donner du cash aux gens. Il me dit oui. Je dis, pour faire la promotion, on va donner du cash aux gens. Et il me dit, mais je te suis pas. Je dis, est-ce que tu as vu le premier Batman avec Jack Nicholson, culture des années 80 pour ceux qui connaissent. Jack Nicholson, dans le premier Batman, il va avoir un dirigeable et il balance des billets sur Gotham City. Et je dis, voilà ce qu'on va faire. Il m'a dit, t'es complètement fou, mais je vais en parler à la direction. Et la direction a adoré, et on avance avec ce projet. À la base, on devait distribuer 5 000 € dans les rues de Paris. On a fini par vouloir distribuer 100 000 € qu'on avait prévu dans un bus, qui n'a finalement pas pu arriver jusqu'à Bonport, puisque on devait attendre, je me souviens, moins N+1 à l'époque, un des dirigeants m'avait dit, Stéphane, ton opération de samedi, s'il y a 300 personnes, ce sera super. Il y avait entre 40 et 50 000 personnes qui étaient là, selon la police, donc c'était beaucoup de monde. On n'a pas pu aller sur place parce que, pour plein de raisons de sécurité, mais l'opération a été un buzz tel qu'elle a été un succès en termes d'acquisition de trafic pour le site internet. Mais Mailorama, ça a été un grand tournant dans son histoire et ils sont passés de 4e sur leur marché à 1er sur leur marché. Donc voilà, même s'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ce jour-là au pied de la Tour Eiffel. Il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci, parce qu'il y a eu beaucoup de trucs. Mais ça a été une opération en tout cas mémorable. Il y a une loi qui s'appelle la loi Boucris dans le code pénal, si vous regardez aujourd'hui, donc j'espère qu'on passera à la postérité pour autre chose. Mais il y a une loi, c'est le volet 3 de la LOPSI 2, loi Boucris, qui interdit dorénavant de distribuer de l'argent pour une opération marketing. Donc si je vous ai donné l'idée de distribuer l'argent, vous pouvez oublier, parce que c'est plus légal maintenant. Avant, il y avait une amende qui était de 380 € qu'on avait budgété dans le business plan de l'opération. Maintenant, c'est de la prison, etc. Donc à cause de moi, vous ne pouvez plus le faire. Ça c'était chèque cadeau, c'est possible. Alors beaucoup de gens m'ont dit mais des chèques, je dis chèque c'est encore possible, c'est pas dans la loi. Donc voilà. Je crois que je vais me faire taper sur les doigts après par la direction. Donc ça c'était Rentability Web. J'ai passé 2 ans là-bas. Après cette opération, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, donc qui est devenu mon mentor. Dans les startups, il y en a qui disent il vaut mieux demander pardon que de demander l'autorisation. Mais toi, c'est vrai que tu as forcé vraiment le trait sur le sujet, quoi. Le plus grand risque, c'est celui de ne pas en prendre. Ça, c'est vraiment la philosophie. Et là, ça a marché et pas marché à la fois. Pas marché parce qu'on n'a pas pu y aller. Il y a eu des gens qui ont été déçus. On a dû faire un chèque au Secours Populaire à la place. Mais ça a marché parce que l'entreprise a été propulsée 3e ou 4e à 1er sur son marché. Et les chiffres ont été assez conséquents pour l'entreprise cette année-là. Juste après donc cette opération, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, c'est devenu donc mon père, un peu mon mentor, mon père professionnel dans le digital. Il me dit Stéphane, c'était un petit peu dur pour toi, toutes ces caméras, ces machins, et tous les médias qu'il y a pu avoir autour du sujet. Ce qu'on va faire, c'est que on va te couvrir en quelque sorte. Tu vas piloter une partie des activités B2B du groupe. Donc j'ai pris une partie de la direction des services interactifs. Services interactifs, c'est aller vendre des 0800 à des chaînes de radio, des chaînes de télé, etc. C'est très low-tech, c'est pas forcément innovant, on en a encore besoin. Il y a plein, si vous appelez RTL ou Europe 1 le matin, c'est par ce genre de service que vous passez. Mais c'est pas très innovant, c'est pas forcément ce pourquoi j'avais signé au départ. Donc j'ai fait le tour assez rapidement, pourtant on avait des équipes à disposition, le chiffre d'affaires était récurrent, finalement c'était une planque en or. Mais j'avais un peu la bougeotte, c'est un peu la fibre entrepreneuriale. Et donc en parallèle de Rentability Web, j'ai monté une start-up avec le soutien de quelqu'un qui s'appelle Xavier Niel, que vous connaissez certainement, et d'autres d'ailleurs, avec des gens comme Oleg Chelsov, Mediasté, Sacha Deliner, et on a cofondé. Donc moi j'ai monté une équipe avec un CTO qui est assez brillant, qui s'appelle Alexandre Benaïm,
une présidente, on a monté 2heursavant.com. Donc là aussi, le nom est assez simple par rapport à l'aventure précédente. 2 heures avant, c'était une billetterie de spectacle dernière minute. Alors l'idée, c'était quoi? C'était de se dire, voilà, il y a le kiosque de la Madeleine qui marche très bien, ou à Montparnasse ici, pour des gens qui veulent acheter des places de spectacle, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas payer plein pot, ils n'ont peut-être pas forcément les moyens de payer plein pot. Donc ils sont prêts à attendre et à faire la queue parfois 1 heure et pour avoir un ticket pour le jour même à 50%. Je ne sais pas si vous connaissez ce service, c'est pas très loin d'ici. Bah, il n'y avait pas le pendant online, donc l'idée c'était de créer la même chose online. Donc on a fait un petit tour de table avec les investisseurs que je vous ai cités et on a monté 2heursavant.com qui était la première billetterie de spectacle dernière minute. C'est très simple, aussi cette start-up est née aussi de l'idée, je discutais beaucoup avec les producteurs de musique à l'époque, parce que je suis un petit peu proche de ce milieu aussi, et j'avais le producteur du spectacle, je ne sais pas si vous connaissez Le Roi Soleil, la comédie musicale à l'époque, Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock, et les producteurs me disaient, Stéphane, on a 5000 places tous les jours au Palais des Sports, on vend 4000 tickets, ce qui est génial, on est rentable, mais on a 1000 tickets sur les bras. Donc bien que l'aventure soit un succès, on a toujours 500, 1000 places qui sont disponibles tous les jours, et même si on les vendait 10 euros, bah, ça fait 10 000 euros par jour, fois 100 dates, ça peut faire 1 million de marge supplémentaire pour l'aventure. Donc il y a peut-être un truc à faire. Donc ça plus ça, je me suis dit qu'il fallait monter cette aventure. Et donc on a créé cette billetterie en ligne dernière minute. Ce qui nous a valu, comme disait Laure en introduction, le favori de la meilleure innovation française en 2010 par la FEVAD. La FEVAD, c'est en gros le syndicat du e-commerce qui donne les médailles à la fin de l'année. Et on avait été repéré comme la start-up la plus innovante dans ce secteur. 2 heures avant, on l'a revendu 1 an après l'avoir monté. Donc on l'a revendu début 2011, quelque chose comme ça, à une startup qui avait levé beaucoup de sous et qui cherchait à acquérir des bases une fois de plus, qui était ce qu'on avait fait de mieux finalement, acquérir des bases clients qu'on leur avait vendues, parce que la marque ne valait pas grand chose en tant que telle. Et donc moi je suis retourné chez Rentability Web à ma vie au quotidien à vendre des numéros de téléphone. Donc ensuite, donc moi mon quotidien c'était finalement voilà, aller voir les radios, les télés et leur vendre des numéros de téléphone. Et un jour, alors là je vais sortir un petit peu du numérique pendant quelques minutes et j'y reviendrai dans quelques minutes. Un jour, je me souviens très bien, donc c'était en 2010-2011, je vais voir le patron d'une radio en ligne qui s'appelait Goom Radio. Goom Radio, c'était des anciens d'Énergie qui avaient voulu finalement tuer Énergie en créant des web radios. Ils se sont dit l'avenir, c'est pas la radio, c'est le web radio. Et ils avaient créé un bouquet de radios en ligne. Ils avaient levé 20 millions de dollars. Et voilà. Et donc je vais auprès de ces radios, donc du patron de ces radios, je dis voilà, moi je peux vous proposer des numéros surtaxés, des 0800, des SMS surtaxés, etc. Et là il s'est passé un truc qui ne s'était jamais passé dans ma vie et dans les affaires. J'apporte le contrat lors du premier rendez-vous et je tombe sur quelqu'un haut en couleur qui prend le contrat et qui le signe devant moi sans le lire. Il me dit génial, tu m'inspires confiance. J'aurais pu lui mettre n'importe quoi comme document. Il me dit alors très bien, je signe, ça a l'air super ton truc. Donc il me signe 20 pages de contrat sans regarder, on ne s'était jamais vu, on avait fait un Skype auparavant. Et alors moi j'étais vraiment dans la confiance parce que c'est la première fois qu'on me signe un contrat, premier rendez-vous sans avoir lu le document. Et je m'étais renseigné sur la personne, donc le directeur de ces stations de radio, ça avait été le directeur artistique de plusieurs spectacles musicaux et de Énergie aussi, c'était l'ancien directeur artistique d'Énergie. Donc en gros c'est la personne qui avait droit de vie ou de mort sur des artistes en France pendant pas mal d'années. Et j'ai sorti de ma besace à la fin du rendez-vous une maquette. Et je lui dis voilà écoute, je sais que tu as été monsieur le grand Manitou de la musique en France pendant des années. J'ai écrit et composé quelque chose, dis-moi ce que ça vaut. Moi je suis passionné de comédie musicale, plus tard dans ma vie d'après je souhaite faire de la musique après le numérique, dis-moi ce que ça vaut. Et il me dit Stéphane, on va se revoir dans 2 semaines, laisse-moi le temps d'écouter et je te donnerai un avis de professionnel. Alors on se retrouve 2 semaines après au Murat et il me dit Stéphane, j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Alors je lui dis bah la mauvaise c'est quoi? La mauvaise, j'ai écouté ta maquette et c'est à chier. Alors, je lui dis mais ça veut dire quoi? Il me dit bah il y a des bons trucs mais ça passera jamais à la radio, c'est pas au format d'aujourd'hui, il y a des bons trucs hein, vraiment creuse mais c'est pas voilà, t'as gratté un petit peu, t'as enregistré chez des amis mais il n'y a pas de finalité là-dedans, j'ai écouté des millions de chansons, t'es pas dans le truc. Je dis alors c'est quoi la bonne nouvelle? Il me dit bah la bonne nouvelle c'est que tu vas quitter tes fonctions de dirigeant du groupe Rentability Web. Je dis oui et pourquoi faire? Il me dit on va produire une comédie musicale. Il me dit écoute moi Goom c'est en train de s'effondrer complètement. Allons chez Virgin Megastore, on va trouver un sujet, un truc un peu fédérateur. Il y avait eu Le Roi Soleil, Mozart, 1789, trouvons un truc qui puisse marcher. Il me dit moi j'ai les réseaux, je connais des compositeurs, des paroliers, etc. On va fonder une aventure qui peut devenir peut-être un gros truc.
Et donc on va chez Virgin Megastore, à l'époque où ça existait encore, et on va au rayon de livres pour enfants, donc les Charles Perrault, Grimm, et je regarde les bouquins et je lui dis, tiens, ça n'a jamais été fait. Et je lui donne, et il regarde, il fait, c'est marrant, Robin des Bois. C'est marrant, Robin des Bois, ça n'a pas été fait. Et c'est là qu'en fait, quelques jours plus tard, on montait la société de production Loxley Entertainment, qui a produit Robin des Bois, la comédie musicale. Je ne sais pas si ça vous parle, qui a été interprétée d'ailleurs par M. Pokora à l'époque. Alors, personne n'est dans la CBC, moi inclus, hein, dans le spectacle, mais ça a été un très très beau succès. C'est un spectacle qui a fait quasiment 1 million d'entrées, qui a été une très très belle aventure. Moi, j'ai vendu mes parts quelques semaines avant la première, parce qu'il y a eu beaucoup de buzz, donc beaucoup de producteurs voulaient rentrer dans le projet, etc. Et donc, c'était ma petite aventure artistique, le côté passion, danseuse. Et juste après, j'ai rebasculé dans le numérique. Donc, c'est marrant d'ailleurs, un truc que je dis souvent, en vendant mes parts de cette comédie musicale, j'ai gagné beaucoup plus que dans toutes les startups que j'avais vendues précédemment. Alors, je ne devrais pas vous dire ça en vous disant qu'en vendant des startups, c'est génial, on gagne des milliards, etc. Mais à ce moment-là de ma vie, j'ai gagné plus d'argent avec la musique qu'avec le numérique. Donc, juste après ça, donc j'étais sur la fin de Robin des Bois, j'ai recroisé un ami d'enfance qui s'appelle Vincent Klingbell. Et avec lui, et bien sûr, et ses anciens associés, on a cofondé un groupe qui s'appelle Ametix, donc que je dirige aujourd'hui. Ametix, aujourd'hui, on a plusieurs métiers, donc comme Laure disait en introduction, on fait, alors on nous appelle souvent sur le marché les dénicheurs de talents du numérique. J'aime bien ce terme, ça fait un peu aventurier, etc. En fait, on trouve des experts, des développeurs, des intégrateurs, des architectes, des chefs de projet. C'est des profils qui sont très pénuriques, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe, et donc on fait appel à nous pour les trouver quand les gens n'ont pas trouvé par eux-mêmes, soit en tant que cabinet de recrutement, ultra classique, soit en tant que société de service, donc via une mission par exemple. On fait aussi des missions avec pré-embauche, donc quelqu'un peut faire une mission chez notre client et après être internalisé par la suite. Ça, c'est 80% aujourd'hui de notre activité. On est vraiment aujourd'hui réputé là-dessus sur le marché. Dans les 20% restants, on fait des trucs très très fun, on fait des trucs assez marrants, on fait de l'événementiel IT, puisqu'on fait des événements autour du monde du numérique. On a un gros événement qui s'appelle le concours du meilleur développeur de France. Alors hier, il y avait le meilleur pâtissier à la télé, là c'est le meilleur développeur de France. C'est un très gros truc, en fait c'est le plus gros hackathon de France chaque année. C'est à peu près 5000 personnes qui se réunissent chaque année, 1000 développeurs qui codent pendant toute une soirée pour gagner le trophée, 10 000 euros et plein de cadeaux par la suite. Et c'est le plus gros événement IT en France chaque année par le nombre de participants. On l'a fait à l'école 42, dont on est très proche les 3 premières années. Et là, vu qu'on était un peu à l'étroit, on passe au Théâtre de Paris et au 52 rue Blanche, voilà, dans le 9e, et j'espère que vous viendrez tous. Ça, c'est voilà, le gros de notre activité. On fait bien sûr du conseil aussi en stratégie digitale, en transformation digitale. Tout le monde a peur de se faire ubériser ou kodakiser. Donc, on aide les organisations et les hommes à se transformer dans le digital. On accompagne même des personnalités publiques, politiques, des artistes et plein de gens. Généralement, c'est des gens de notre réseau qui savent qu'on fait ça, donc ils viennent nous voir. On fait de la e-réputation, on fait plein de choses marrantes. Ça, c'est vraiment l'effet Pareto, c'est-à-dire que 80% de notre business, c'est un ou deux métiers, et les 20% restants, on fait pas mal de choses, qui sont souvent d'ailleurs des produits d'appel pour notre activité principale. Après, je vais vous parler juste 2 secondes, c'est vrai peut-être de ce qu'on fait. Ce qui est assez intéressant, donc Ametix, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fondé une start-up dans le domaine des services. C'est-à-dire que les services, recrutement, ingénierie, c'est des trucs qui datent d'il y a 40 ans. On arrivait après tout le monde sur le marché, mais on a essayé d'insuffler une vision et un ADN assez start-up, assez innovant, assez disruptif, pardonnez-moi le néologisme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc on s'est dit comment on peut repenser ce secteur des services. Donc finalement, on s'est dit, voilà, nous on a tous monté des startups auparavant avec mes associés, comment on peut innover sur ce secteur qui est finalement un peu poussiéreux, un peu vieillissant depuis quelques années. Et on s'est dit, il y a plusieurs leviers d'innovation par rapport à ces métiers-là. Le premier levier, c'est le levier technologique. Le levier technologique, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que nos concurrents, nos confrères, dès qu'ils avaient une demande de la part d'un client, trouvez-moi un développeur Symfony 2, ils rentraient chez eux au bureau, ils donnaient la demande à des commerciaux, et les commerciaux allaient sur LinkedIn, allaient sur l'APEC, qui sont des très bons sites, on y va aussi, mais c'était le premier réflexe. Nous, en fait, le premier réflexe, c'est pas ça. Le premier réflexe, c'est, d'une part, déjà, on fait beaucoup d'acquisition de trafic, donc on utilise des leviers SEO, SIA, SMO, tout ce qui est community management, Google AdWords, référencement naturel, pour faire monter notre site et pour avoir des candidatures en naturel. On fait de la big data. Alors vous allez me dire, la big data par rapport à votre métier, je ne comprends pas. C'est très simple, c'est que chaque semaine, on rencontre à peu près 100 à 150 candidats
chacun a un CV, on le rentre dans une base de données, donc ça fait des millions et des millions de données au fil des années, et ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations, et on peut faire à partir de ça de l'analyse prédictive, et de l'analyse basée sur de l'analyse sémantique, avec des technologies Hadoop, Elasticsearch et autres. Donc ça, c'est le côté un peu geek, un peu techno qui est resté de nos précédentes aventures startup. On a le côté humain, on s'est dit c'est marrant, dans les métiers du service, les consultants ils vont, ils viennent, ils reviennent, et on a brisé complètement le lien humain, et finalement les consultants sont plus du tout attachés à leur société de service, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller chez l'un, chez l'autre, ils ne savent même plus, et peut-être il faut repenser ça. Et on s'est assis avec mes associés, je me souviens c'était un samedi soir, devant une télévision, et on a regardé les DVD, on a regardé, tiens, on devrait regarder ce film qui date des années 90, et on a sorti Jerry Maguire. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent, grand film des années 90, avec Tom Cruise. Alors moi je suis pas Tom Cruise, comme je dis souvent, mais l'idée c'est que dans ce film, Jerry Maguire, il quitte tout pour devenir agent d'un footballeur, donc Cuba Gooding Jr. dans le film, qui est un footballeur dans les Cardinals de Phoenix en Arizona, et il gère sa carrière, il gère ses contrats, et il se donne corps et âme au truc. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on soit plus qu'une société de service, mais il faut qu'on devienne des agents. Et mes associés m'ont dit, mais c'est quoi la différence? La différence, elle est très simple. C'est que on n'est pas là pour les placer et les reprendre, on est là pour gérer leur carrière. On est là pour les accompagner tout au long de leur carrière. On est là pour les faire monter en compétences. On est là pour avoir leur insight sur leur mission et nous leur donner nos insights sur le marché pour savoir un petit peu ce qui va se faire et pour qu'ils soient toujours performants. Donc on est un petit peu comme un agent de chanteur, de top modèle, de ce que vous voulez, mais pour des professions techniques, web marketing, ces nouveaux héros finalement de la nouvelle économie qui nous font confiance tous les jours. Ça c'est pour le côté un peu... acquisition, on fait aussi beaucoup de buzz marketing. Alors vous l'avez compris, on fait beaucoup de buzz marketing, c'est dans notre ADN. Tous les mois, on a une opération dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Un truc assez intéressant, quand l'école 42 a ouvert, vous connaissez l'école 42 qui a été cofondée par Xavier Niel, alors tout le monde connaît, c'est formidable. L'école 42, ils ont ouvert un lundi, enfin il y a eu une conférence de presse un lundi en avril, il y a 2 ans, puisque la prochaine promotion sort dans 1 an au bout des 3 ans, donc il y a 2 ans. Et Xavier, donc, il annonce en grande pompe, on lance l'école 42, etc., etc. Et on parlait avec toujours mes associés, on parle très tard le soir sur le chat Facebook, et on se dit, tiens, c'est marrant, il y a un coup à faire par rapport à ça. Nous, on a besoin de ces gens-là, eux, ils vont avoir besoin de nous dans 3 ans, pas tout de suite. Faisons quelque chose. J'envoie un texto à Xavier, il me répond dans les 30 secondes, il me dit, c'est génial, fonce, je te mets toutes mes équipes de communication à disposition. Et le lendemain, on annonce, donc nous, on fait une autre conférence de presse dans laquelle on a annoncé qu'on faisait une offre ferme de recrutement des 1000 premiers élèves de l'école 42 à un salaire de 45 000 € brut. Alors là, les journalistes sont devenus complètement fous. Ils sont sautés de leur fauteuil, ils ont dit mais comment c'est possible? Vous voulez dire que c'est une école où on a un job non pas avant la sortie mais avant l'entrée? Et ils sont devenus complètement fous et ils ont dit mais est-ce que c'est possible? Est-ce que vous allez le faire? C'est pas vrai, vous n'allez pas le faire. Et on leur a montré les chiffres du Syntec numérique qui est notre syndicat en disant voilà, aujourd'hui, il en manque 300 000 en France. S'il y en a 1000 qui veulent signer chez nous, c'est une chance pour nous plutôt que pour eux, vous ne pensez pas? Et ils m'ont dit oui, mais qu'est-ce qui vous prouve qu'ils vont être bons? Alors déjà, première année, il y a 70 000 personnes qui ont postulé, il y a 800 personnes qui sont arrivées, donc je pense que c'est un ratio assez sélectif. Plus la méthodologie, c'est celle d'Epitech, puisque Xavier a pris vraiment la tête pensante de ces écoles-là et l'a transplantée à 42. Donc on avait pas mal de garanties que ça allait être des bons. Et donc on a commencé à recruter, et la plupart des élèves sortent l'année prochaine. Et donc l'offre tient toujours. Sauf que maintenant, on a des élèves d'autres écoles d'ingénieurs qui me disent « Mais est-ce que je peux postuler chez vous? Vous prenez que les élèves de 42 ». Donc c'est assez sympa. Ça, c'est un truc marrant qu'on a fait. On fait des choses marrantes. En juin dernier, on a lancé un clip vidéo qui nous a valu d'ailleurs une récompense au Big Boss cet été. Si vous allez sur YouTube et vous tapez Ametix, le premier lien vidéo, je vous invite à le voir, c'est vraiment sympa. On a fait un clip de rap avec Doc Gynéco. Tout le monde connaît Doc Gynéco? Alors, Doc Gynéco, il nous a fait un super clip de rap et dans lequel on fait la promotion de tous les métiers du numérique. Et pourquoi je vous en parle? Alors, le clip est marrant en soi, c'est assez sympa, assez funky, tourné à l'école d'ailleurs 42. Et ce qui est assez marrant, c'est que la ministre, Axelle Lemaire, elle a vu ça, c'est arrivé sur son bureau, elle a fait un tweet, elle a fait, vous pouvez vérifier sur Google, Ametix, thank you, it makes my day, guys. Super, les gars, ça va me faire la journée votre truc, parce qu'à la fin, on lui fait une petite dédicace. Et ça a fait le buzz, on a fait le Parisien, 20 minutes, plein de journaux, ça a été super. Et des opérations comme ça, on en fait régulièrement parce que c'est un super levier d'acquisition pour nous. C'est un peu le marketing du pauvre, c'est le buzz marketing, c'est-à-dire quand on ne peut pas se payer des 4 par 3, on trouve d'autres idées. Et par exemple, le mois dernier, on a lancé une très belle opération. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, les développeurs ont peur de nous, pas peur de nous, mais certains développeurs ont peur
des cabinets de recrutement, des sociétés de services, on peut le comprendre, ils sont inondés d'offres. Donc ça peut se comprendre. Comment on peut créer un premier point de contact avec eux, puisque finalement il y en a beaucoup qui sont réfractaires à quoi que ce soit, qui répondent jamais aux mails, jamais aux messages. On a lancé une opération, alors là toujours dans les noms assez simples pour revenir au préambule, on a lancé un site qui s'appelle combienjemérite.com. Alors combienjemérite.com, c'est très simple. Quand vous êtes dans le digital, vous mettez votre CV et 24 heures après, ouvrez, vous avez un consultant de chez Ametix qui vous donne ce que vous valez sur le marché. Et on a reçu 5000 CV grâce à ça. Et on a reçu des mails assez marrants, puisqu'il y a des gens qui nous disaient j'ai été voir mon boss hier, vous m'avez dit que je valais 45, aujourd'hui je suis à 42, ça va pas, hop hop hop. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens dans l'autre sens qui ont dit je suis trop payé, il faut que je dise rien, je suis bien, merci beaucoup pour l'estimation. Et ça a généré pas mal de trucs assez marrants. Et là, le mois prochain, on va faire une opération, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. On va faire un truc assez marrant. On va livrer, donc tous nos prochains consultants à partir de l'opération, ils auront le droit à 1 an de pizza gratuite, livrée sur leur lieu de travail. C'est mon associé, il a eu cette idée, il a dit on va livrer des pizzas en partenariat avec un des plus gros acteurs de la pizza en France. Et donc, tous les jeudis ou tous les vendredis, à midi, il y a un livreur d'une très célèbre compagnie de pizza qui va arriver dans le bureau et qui va dire voilà, pizza offerte par Ametix. Et ça, semaine après semaine après semaine. Et ça va faire un buzz incroyable parce que les gens autour, les consultants des autres, ils vont dire mais c'est quoi Ametix, c'est quoi ce truc-là, et ça va faire un buzz incroyable. On s'est basé pour cette idée, et je pense que mon associé l'a pensé comme ça, un petit truc très marrant. Je parlais avec une des fondatrices de My Little Box. Vous connaissez, c'est la box de My Little Paris. Et elle me parlait de son projet au tout début. Elle me disait, c'est marrant, je vais avoir 2 tarifs. Un tarif si on se fait livrer la box chez soi, et un tarif si on se fait livrer la box au bureau. Je dis, mais attends, elle me dit, c'était 20 € chez soi et 17 € au bureau. Je dis, mais les frais de port sont les mêmes. Pourquoi tu veux faire moins cher si c'est au bureau que... Elle me dit, mais tu ne te rends pas compte, quand on va le livrer au bureau, elle va ouvrir la boîte devant tout le monde, toutes les nanas vont arriver et elles vont toutes vouloir souscrire à My Little Box. Et ça a été un succès, ils se sont fait racheter par au féminin des centaines de millions d'euros et ça a été un des plus beaux succès de ces dernières années. Donc ça, c'est assez marrant. Pour revenir un petit peu sur Ametix, nous, on a un ADN qui est assez particulier. Vraiment, dans notre... On essaie de transmettre un petit peu ce qu'on nous a donné, parce qu'on a beaucoup de grands frères dans le milieu. Alors moi, j'ai Jean-Baptiste Descroix-Vernier, il y a Alex Xavier, Oleg Chelsov, des gens comme ça. Et on essaie de retransmettre beaucoup aux générations d'après. Donc on passe 20% de notre temps à aider les autres. Alors aider les autres, chez nous, ça se matérialise comment? C'est des entrepreneurs qui viennent nous voir et on donne pro bono des conseils. Un peu à la manière des cabinets anglo-saxons, des cabinets juridiques aux États-Unis, en Angleterre. Ils ont l'obligation, alors c'est marrant parce que j'ai fait une conférence il y a 2 semaines dans un cabinet d'avocats à Paris, un grand cabinet anglo-saxon. Ils se sont explosés de rire. Je leur ai dit, mais attendez, vous ne donnez pas 20% de votre temps à aider les autres? Ils m'ont dit, pas du tout, ça c'était il y a des années. Mais en tout cas, nous, ce qu'on fait chez Ametix, c'est qu'on passe 20% de notre temps, généralement c'est le vendredi, moi parfois c'est sur le week-end, etc., à aider les entrepreneurs qui viennent. Généralement, ils ont besoin d'argent la plupart du temps. Parfois, ils ont besoin d'un associé, parfois ils ont besoin d'un avocat, d'un CTO, de plein de choses. Donc on est là pour les connecter, on est un petit peu un hub. Nous, à titre, on reverse une grosse partie de nos bénéfices, très grosse partie de nos bénéfices, on investit ces bénéfices-là dans des startups auxquelles on croit, qu'on accompagne, parce que voilà, c'est une manière que le capital circule aussi. Donc on investit dans aujourd'hui une dizaine d'entreprises, soit en direct, via nous, soit via des véhicules d'investissement. On est actionnaire de pas mal de fonds aujourd'hui, ça nous fait marrer. Ça permet de garder un pied dans l'écosystème, de garder un lien un petit peu. Et on peut apporter plus qu'un ticket, à savoir vraiment des mises en relation qui peuvent se transformer sur du business. Donc ça recoupe un peu avec l'activité pro bono qu'on fait. Voilà. Chez Ametix, on fait aussi un truc intéressant. On aime bien les idées comme ça, c'était un peu l'idée du sujet d'aujourd'hui, avoir des idées et les mettre en pratique. Un jour, je mangeais avec un CTO, donc un directeur technique, le CTO de BetClick, les jeux en ligne. Et il me dit, Stéphane, j'ai bien aimé le meilleur dev de France, c'est super. Est-ce que tu voudrais pas qu'on organise un club pour tous les CTO de France? Je dis, c'est génial, mais comment on peut faire? Il me fait, c'est très simple. Tu les accueilles dans tes bureaux une fois par mois, pizza, bière, on fait un truc très informel, et on va créer le premier think tank avec des dirigeants techniques de France. Donc ça, c'était en mars dernier. Et en avril dernier, on a lancé le club CTO. Alors si vous regardez, ça ne s'écrit pas CTO, CTO, mais ça s'écrit City comme la ville, trait d'union O. C'est un très mauvais jeu de mots, mais bon, comme ça on s'en souvient. Et c'est un club aujourd'hui qui fédère 200 directeurs techniques, Bazar Chic, LVMH, My Little Paris, SFR, pas mal de grosses boîtes et de petites boîtes aussi. Et une fois par mois, ils viennent chez nous pour parler technique, pour échanger. Vraiment, c'est un lieu où on essaie de faire avancer un peu à notre échelle
la technique et de faire avancer les choses, donc c'est super. On ne gagne rien dessus. Alors là, c'est pas du tout une activité lucrative, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on parle technique toute la soirée, nous on monte énormément en compétences grâce à ça, et en plus ça nous fait plaisir, la plupart c'est déjà nos clients, donc on les invite une fois par mois à être avec nous, et on en est assez content. Moi, en parallèle du groupe Ametic, j'ai fondé il y a quelques années le premier fonds de médias for equity, qui s'appelle Express Ventures, avec le groupe de médias l'Express. On fait l'Express maintenant, de dire Altis Media, il s'est fait racheter par Patrick Drahi. Donc c'est le premier groupe toujours de Media for Equity. Media for Equity, c'est très simple. On échange de l'espace média sous-valorisé contre quelques points au capital de start-up. En fait, c'était à l'époque des comédies musicales. Et le Media for Equity, c'est très simple. Donc moi, j'étais dans les comédies musicales à l'époque, etc. Et je me suis rendu compte que dans le business des comédies musicales, en France, quand vous voyez, je sais pas, là j'ai été voir le Roi Arthur la semaine dernière, bien là il y a Miss Tinguette à l'affiche, etc. Souvent, les spectacles que vous voyez sont cofinancés par des groupes médias, mais surtout sont cofinancés par des groupes médias avec du Media for Equity. C'est-à-dire que le TF1, quand il rentre, parfois il dit je mets X milliers d'euros et je mets aussi X milliers ou millions d'euros en Media for Equity. Et je me suis dit, c'est marrant ça. Ils font ça, pourquoi ils ne feraient pas ça pour des startups? J'ai été voir juste après le PDG du groupe Énergie, Jean-Paul Beautreau. Je dis Jean-Paul, j'ai une super idée, on va créer Energy Ventures. Energy, c'est un groupe puissant, fort et tout, mais un petit peu le marché de la pub est vieillissant, vous devriez investir dans des startups. Il me dit oui, mais je ne veux pas investir d'argent. Je dis ça ne va rien vous coûter, vous n'en faites pas. Vous allez investir ce que vous avez, donc de l'espace média, mais sous-valorisé, parce que si vous le valorisez, personne ne voudra de ce truc-là, contre des points capital de startup. Moi, je vais vous amener une équipe d'entrepreneurs, serial entrepreneurs, comme on dit, tueurs à gages, donc les créateurs de Melty, de My Major Company, Deezer, etc. Et ils vont amener les dossiers, vous investissez, ils font évoluer les dossiers, et on n'est pas à l'abri d'un succès. Sur 10 participations, il y en a une qui marchera et qui paiera pour les 10 autres et même plus, et qui sera un beau symbole pour un groupe de communication comme le vôtre. À court terme, c'était un message de communication, à long terme, c'était quelque chose de plus financier. Et donc, ça ne s'est pas fait avec Energy, puisque ça n'existait pas Energy Venture, puisque c'est le problème des grands groupes. Ils m'ont envoyé vers des directeurs financiers, qui m'ont envoyé vers des directeurs juridiques. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. J'en ai parlé à TF1, pareil. J'en ai parlé à RTL, pareil. À un moment, je me suis retrouvé en face de la directrice d'une des big boss de l'Express. Elle m'a dit génial, on signe quand? Et je dis ouais, c'est génial, enfin quelqu'un qui prend le truc au sérieux. Et je dis quel est l'actionnaire? Elle me dit l'actionnaire à l'époque, donc c'était Eric Denolf, un Belge. Il vient à Paris la semaine prochaine, on lui fait tout signer et on monte ça en moins de 10 jours. Je dis super, c'est parti. On a signé, le programme s'est monté comme ça. On a investi via ce programme dans 4 très très belles startups. Il y en a dans le Big Data, il y en a dans des copycats d'Airbnb, il y a du Drive to Store. Et quasiment toutes des offres de rachat aujourd'hui. On les a connues, elles faisaient quelques milliers de chiffres d'affaires, puisqu'on demande toujours un POC au départ. Aujourd'hui, c'est des belles boîtes qui tournent avec beaucoup de salariés. On en a reçu une d'ailleurs lors d'un comité récemment avec des gens chez Natixis. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. J'ai que 31 ans, il y a encore des choses qui vont venir dans les années qui suivront. Peut-être, si vous souhaitez, après je pourrais parler d'autres opportunités, d'autres campagnes qu'on a fait aussi pour d'autres gens, parce que comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, soit pour avoir des idées, soit pour les mettre en place, soit souvent pour du buzz marketing, comme vous pouvez vous en douter. On a fait des choses qui ont marché, on a fait des choses qui n'ont pas marché. Voilà, par exemple qui n'ont pas marché. Oui, parce que vous avez cité beaucoup d'exemples, bien sûr, qui ont marché. En tant que start-up, c'est vrai que j'ai beaucoup plus parlé des succès que des échecs. Là, je vous ai parlé des succès et des semi-succès, puisque Staff, ça n'a pas été un succès, vu que ça, je ne l'ai pas introduit en bourse. Dans les semi-succès, entre toutes les aventures que je vous ai racontées, j'ai monté panoplie de start-up avec des petites équipes, etc. Après 2 heures avant, j'ai monté un site auquel je crois toujours. C'est une excellente idée, mais ce n'est pas l'idée qui compte, c'est l'exécution. Donc là, on ne l'a pas bien exécuté, moi inclus. Ça s'appelait Idylle du jour. Alors, c'était à l'époque des Daily Deal, les sites de Daily Deal. Vous savez, Groupon, il y a 3-4 ans, tout le monde en parlait, Dealissime, Deal machin, Deal ceci. Moi, je me suis dit, c'est marrant, donc chaque jour, il y a un deal où vous avez un produit. Donc, moi, j'avais acheté des chaussettes Ceruti, pas cher du tout, 20 paquets pour 10 €, etc. Donc, chaque jour, vous avez un produit qui est mis sur un piédestal, vous l'achetez avec un super discount et tout le monde se concentre sur ce produit. Et c'est génial. C'était l'époque des deals. Et on a monté Idylle du jour. Idylle du jour, c'était quoi? C'était à la croisée des chemins entre un site de Daily Deal et Mythique. Je vais m'expliquer là-dessus. Chaque jour, vous aviez un célibataire ou une célibataire qui était mis en avant. Ça dépend de produit après. on a rendu produit finalement des célibataires et on mettait en avant l'homme du jour
Alors si vous voulez, le site on l'a revendu, mais là-dessus on ne quasiment rien. L'idée c'est de mettre en avant un célibataire ou une célibataire dans votre vie chaque jour. Et en fait, ce qui se passe, on est parti du constat que sur Mythique, sur Adopte un mec, Glidden, etc., vous avez des millions de personnes qui cherchent des millions de personnes. C'est un petit peu dur de s'y retrouver. Selon les systèmes, voilà, c'est toujours très compliqué. Si vous payez un peu plus, certainement vous allez arriver en avant. Mais c'est pas, finalement, vous n'avez aucune chance d'être le héros du jour. Et donc l'idée c'est de se dire là, il y a une personne qui va payer un petit peu plus cher et qui va payer le lead, c'est-à-dire qu'on va la mettre en avant sur le site. Je sais pas, François sur le site, il va avoir, 40 ou 50 femmes qui vont vouloir le contacter, donc c'est très bien. Et lui, après, paiera en fonction du lead, en fonction du nombre de leads, donc de personnes qui l'ont contacté. Donc l'idée était assez marrante, ça a tourné pendant 3 ou 4 mois. On a eu un petit peu de trafic, on a eu un peu de presse, il y a des médias américains qui en ont parlé, mais on n'a pas réussi à monétiser et on a perdu foi dans le projet, et le projet finalement, ça n'a pas marché. Donc ça a été un échec. Je crois qu'on a gagné 30 € avec ça en vendant, ou 1 €, c'était la valeur symbolique. Ça c'était un échec. Après dans les opérations... Parce que tu dis l'idée était bonne, mais l'exécution n'était pas bonne. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de projet, l'idée, alors en fait, ce qui se passe, c'est que des idées, on en a plein. Moi, j'ai une creative box avec 350 idées qui sont toutes merveilleuses, qui sont toutes excellentes. Mais l'idée, voilà, c'est 95. Je mangeais avec Donald Grossman la semaine dernière de Idée Invest, et il me confirmait, il disait 5% l'idée et 95% l'exécution. Et dans ce genre de projet deal du jour, je pense qu'on n'a pas mis assez de carburant, et par carburant, j'entends pas argent, mais énergie et commitment, c'est-à-dire que tout simplement, on avait une très bonne équipe, mais chacun faisait quelque chose d'autre. Moi, quand un entrepreneur vient me voir et me dit en parallèle de ceci ou en parallèle de cela, je montais ma startup, c'est toujours très compliqué. Ça peut marcher, mais si les gens attendent que la startup fasse 10 millions pour quitter leur job, ça ne marche pas. Donc, nous, on n'était pas vraiment engagés dans cette entreprise-là. Ça s'est ressenti parce qu'en fait, si on s'était engagé, peut-être le truc aurait marché. Si ça n'avait pas marché, on l'aurait retourné un peu comme un Rubik's Cube pour avoir la bonne combinaison. Mais je pense que c'est clairement un manque d'implication de notre part et je nous blâme complètement pour ça. Ça c'est une start-up qui n'a pas marché. Après une opération de buzz qui n'a pas marché, parce que là je vous ai dit, génial, on a fait du buzz, on a gagné plein avec ça et tout. Il y a des opérations de buzz qui n'ont pas du tout marché. Il y en a une que je regrette terriblement et amèrement parce qu'elle a failli marcher. On avait à l'époque de Robin des Bois, je faisais un peu de conseils en parallèle en buzz marketing. Tout le monde venait me voir pour du buzz. Et à un moment, j'ai quelqu'un qui faisait des sacs à main, un ancien de chez Lancel, qui avait monté sa ligne et qui disait je vais faire des sacs à main, fais-moi une opération de buzz. Donc on avait fait une première opération avec la presse qui avait bien marché. Et il me dit génial, on monte en puissance, fais-moi un truc qu'on n'a jamais vu. Et je lui ai dit on va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. On va réaliser une maquette 5-1 à l'échelle 5-1 d'un sac, donc un sac qui fait 2,50 m. On va l'accrocher sur la Statue de la Liberté, à Paris, sur l'île aussi. Alors il faut savoir que la Statue de la Liberté, c'est un endroit marketingement et en termes de RP qui est stratégique, puisque c'est en face de la maison de la radio, en face de TF1 par l'autre quai, pas loin de France Télévisions, sur les quais, donc avec tous les journalistes qui vont à RTL, Europe 1 le matin, etc. Donc c'est un endroit qui est stratégique. Et je dis voilà, on va embaucher les Yamakasi, ils vont sauter sur la Statue de la Liberté, ils vont poser le sac, on appelle 2-3 journalistes un peu connivants, ça va marcher, et ils vont faire le truc. Donc moi les Yamakasi, ils m'ont dit il faut en gros 45 minutes pour poser le sac, le mettre sur la Statue de la Liberté et filer. Et en fait, le truc qui était fou, complètement subversif, mais ça aurait pu cartonner, c'est qu'en fait, quand vous avez un truc qui est comme ça, pour l'enlever, il faut des équipes de pompiers, c'est pas prioritaire, donc ça prend des jours, ils peuvent le laisser une semaine comme ça. Et c'est tout bénef pour le créateur de l'opération. Et donc les Yamakasi m'avaient dit, génial, il faut 45 minutes. Et ce soir-là, il y avait beaucoup de vent, et ils n'ont pas mis 45 minutes, ils ont mis 1h30. Et donc ils posent le sac sur l'épaule de la grande dame de fer, et au bout d'1h20, on entend la fluviale. La fluviale, c'est la brigade sur les quais de Seine. Et ils nous ont demandé ce qu'on faisait là. On a dit qu'on ne savait pas trop. Et on a dit que personne n'était responsable et que le commanditaire de l'opération était dans un autre pays bien loin, etc. Donc ils nous ont laissé partir sous réserve d'enlever le sac. Donc on a des photos encore avec là. Mais ça aurait été la plus belle opération qu'on aurait pu faire. C'est bien dommage parce que c'était vraiment, je reste persuadé que c'était une bonne opération de com. Mais c'était un échec. Ça a rapporté 0. Personne n'a pu le voir. Et donc voilà, mais après, heureusement, il y a eu plus de succès que d'échecs. Je vais terminer par une note succès plus que échec, parce que c'est toujours compliqué de terminer sur un truc un peu négatif. Le buzz marketing, c'est aussi l'exécution, c'est aussi entre avoir une idée, la mettre en place, donc ça rejoint un petit peu le thème du jour. Il y a une artiste qui est venue nous voir il y a 1 an et demi, et elle nous a dit il n'y a aucune maison de disques qui veut me signer aujourd'hui,
faites quelque chose pour moi. Alors moi je lui dis, j'ai bossé un peu dans la musique, mais je suis pas du tout maison de disques, c'est un milieu horrible, ils vont te lâcher menu, t'as aucune chance, etc. Elle me dit non mais s'il te plaît, il faut faire quelque chose, je crois en mon album, etc. On écoute son disque chez Ametix, en plus c'est pas du tout notre business, même dans le numérique, etc. Et on écoute, c'était underground, c'était plutôt grunge, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais il y avait un morceau qui était génial, un morceau qui était puissant. Et on l'écoute 2 fois, 3 fois, et je me dis, ça c'est la musique du prochain James Bond. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, non, c'est la musique du prochain James Bond. Je dis, laisse-moi faire. On va écrire aux maisons de production. À Londres, c'est Londres qui gère les droits pour James Bond, la MGM à Londres et Sony Pictures. On va leur écrire, on va leur proposer. J'écris un message aux exécutifs de la MGM et de Sony Pictures, qui me répondent pas, bien sûr, parce que j'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je suis personne, donc ils me répondent pas. Et on fait un meeting 3 semaines plus tard, elle me dit alors, c'est à mon tour d'avoir une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai pas eu de réponse et je pense que j'en aurai jamais parce que des trucs comme le mien, ils devraient en avoir tout le temps. Par contre, la bonne, c'est que c'est quand même la musique du prochain James Bond et on va en faire la musique du prochain James Bond, qu'il le veuille ou non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je piche pas très bien. Bah, c'est très simple. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, Star Wars, James Bond, c'est des sujets où ça part très vite. Les gens sont très très chauds par rapport à ça, comme vous pouvez le voir en ce moment avec Star Wars. Dès qu'il y a un fake, un vrai, un truc, les gens se chauffent rapidement et c'est des sujets viraux. Et les propriétaires de l'IP là-dessus sont plutôt sympas, sont plutôt cool par rapport à ce que peuvent faire les fans avec. Et j'ai dit, on va tourner le teaser du prochain James Bond. Donc on a été à Omaha Beach, on a tourné des images en 4K, donc des super caméras avec lesquelles on tourne les films d'aujourd'hui, les Star Wars, etc. On a tourné des images avec la chanteuse de dos, une plage, 2-3 images d'une église, d'un truc comme ça, des trucs assez suggestifs, mais pas plus que ça. Et on a pris des images des films de Daniel Craig, dans lesquels on l'a détouré complètement. Et on a mis les images qu'on a tournées derrière ça. Que quelqu'un qui voyait cette image ne l'avait jamais vue auparavant, donc c'était un montage, et parfait. C'est-à-dire qu'on voyait Daniel Craig dans Derrière James Bond, avec derrière la Normandie, mais c'était très 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 bien fait. Donc on a fait un super teaser, qui s'appelait Come and Dive, du nom de la chanson. Et on l'a lancé du compte officiel de Sony Pictures International avec un PR release, un communiqué de presse de Sony Pictures en disant voilà, le prochain James Bond sortira en septembre 2015 ou 2016, etc. 2015 du coup. Et voilà le prochain James Bond, Come and Dive, communiqué de presse, etc. Plus on a fait livrer dans des petites box à tous les journalistes un coffret bien fait, nacré, etc. avec le CD, un truc bien fait avec la balle de James Bond, un message écrit à la main, un truc super bien fait. Et ça a fait à peu près 150 médias. Et aujourd'hui, l'artiste est signé dans une maison de disques. Je vous passe les détails. Moi, j'ai eu une petite fierté, c'est le côté un petit peu égo dans cette aventure, parce qu'il y a plein de journaux qui en ont parlé, TF1, Métro. Si vous tapez Come and Dive sur Google, vous allez voir toute la presse qui en a parlé. Et un truc qui est marrant, c'est qu'en Californie, à Los Angeles, tout Hollywood se lève le matin. Donc nous, on se lève avec le Figaro, Le Monde, le Parisien. Il y a un journal qui fait autorité vraiment en Californie, c'est le Los Angeles Times. Vous connaissez, le LA Times, c'est comme le New York Times, mais plutôt de la côte ouest. Et le lendemain matin, en pleine page du Los Angeles Times, il titrait A Pretty Convincing Hoax, le canular plutôt bien foutu. Et elle a faisait la première page du Los Angeles Times. Pas la 4e page, mais la première page en photo, etc. Et si vous regardez sur Google, l'article est encore là, etc. Donc c'est assez marrant ce qu'on peut faire à partir d'une idée. Le clip a coûté, je sais pas, 1000, 2000 euros à tout casser. Une bonne idée, un peu d'exécution. Et là, pour le coup, c'était une bonne idée et bien exécutée. Et ça a donné un succès, puisqu'aujourd'hui, elle est approchée de partout, elle est courtisée. Et elle va sans doute partir habiter, je crois, en Californie dans quelques temps. Donc, il y a beaucoup des opérations dont je vous ai parlé qui ne sont pas des créations originales, pour le coup, qui sont des répliques d'opérations ayant déjà eu lieu. On l'a exécuté différemment. C'est-à-dire, quand je vous parlais de Jack Nicholson qui lançait les billets, en fait, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose d'important aussi. C'est qu'un an avant qu'on fasse cette opération, il y a un type à New York qui s'appelait Bailout Bill sur Times Square, qui avait loué une petite cabine, un bureau de change, et qui donnait des billets pour faire la promotion d'une start-up à des gens qui venaient à sa cabine, qui disaient « j'ai perdu mon boulot, ma femme m'a quitté, ceci, cela ». Et en fonction des problèmes, il donnait un billet de 100, un billet de 200. Et ça fait un buzz incroyable. Et je me suis servi un peu de cette opération pour crédibiliser la nôtre. Et donc finalement, l'idée, c'est qu'un truc que j'avais lu dans le New York Times quelques jours auparavant... C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est une question qu'on s'est posée ici. Je ne me rappelle plus dans un groupe, mais on s'est dit, mais ça peut être fait quelque part. Enfin, prendre une idée qui existe déjà et l'importer, est-ce que c'est vraiment avoir une idée nouvelle? Complètement, c'est exécuté différemment. C'est comme les chansons de Claude François qu'on connaît tous aujourd'hui.
pour la plupart, c'est des copies des Carpentras, de Frankie Valli et les Four Seasons, sauf que nous, on les connaît avec peu de français, et pour nous, c'est lui qui les a créés, etc. En fait, il les a pas créés, il les a juste adaptés en français, et on les a vécus. Pour nous, c'est la chanson de Claude François qui reste, mais en fait, elles ont déjà été écrites, elles ont déjà conquis d'autres marchés dans d'autres langues bien avant. Et là, c'est un petit peu pareil. Combienjemérite.com, mon associé, il a eu l'idée, il a développé, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui avait fait ça aussi, une analyse de CV. C'est pas nouveau, c'est pas un truc qui est sorti ex nihilo. Donc c'est vrai qu'on peut se baser sur des idées existantes, c'est juste l'exécution et répliquer l'idée d'une autre manière qui peut être intéressante. Après, il y a le time to market, par exemple Staff. Comme tu disais en intro, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des places de marché de services à domicile, qui gagnent beaucoup plus que ce que je gagnais à l'époque, qui font des super trucs. Mais bon, le truc c'est que nous, l'exécution était, je pense, pas exceptionnelle. C'était ma première start-up, je connaissais pas grand-chose, c'était pas forcément bien développé, il y avait des bugs. Et de plus, le time to market n'était pas très bon. Les gens n'étaient pas prêts aujourd'hui à accueillir. Aujourd'hui, on peut monter dans une voiture d'un inconnu et aller à Bordeaux grâce à Blablacar, ou monter à Paris dans la voiture d'un inconnu qui nous transporte. Aujourd'hui, on peut le faire. Il y a 5 ans, on n'aurait peut-être pas pu le faire. Il y a même plus, en 2007. Et l'idée, c'est que c'est ça aussi, le time to market n'était pas bon. Et surtout, moi, sur cette première aventure, en fait, si vous travaillez sur des projets de marketplace, moi, le seul conseil que je peux donner, en tout cas l'expérience que j'ai appris par rapport à ça, c'est vraiment faire rencontrer l'offre et la demande au même endroit, au même moment. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller très, 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 très vite pour acquérir les deux en même temps. Sinon, il y a une déception d'un côté ou de l'autre. Là, j'ai une amie qui va lancer un service de... Je ne peux pas trop en parler, mais c'est un truc de restauration à domicile en C2C. Et le truc, c'est que, je le dis, il ne faut pas que tu aies d'abord les clients, parce que s'il n'y a pas de fournisseurs, ils vont être déçus. Et il ne faut pas que tu aies trop de fournisseurs, parce que s'ils n'ont pas de clients, ils vont arrêter de bosser. Donc, il faut très, très rapidement. Donc, ça demande soit du buzz marketing, soit des investissements colossaux en acquisition de trafic. Il y a plein de moyens aujourd'hui d'acquérir du trafic. Mais en gros, faire matcher l'offre et la demande très, très, très rapidement. Et ça fait partie de l'exécution. C'est que de l'exécution. Deux mots, en conclusion sur la force de la très bonne exécution par rapport à une idée, tu dis c'est l'investissement personnel. J'ai retenu ça, tu disais qu'il faut vraiment être super comité sur le sujet. Le time to market et matcher l'offre et la demande. Ça serait ça, toi, pour la place de marché, c'est évident. Après je pense que c'est l'équipe qui est vous avez peut-être entendu 10 fois ou 100 fois, mais le plus important sur tous les projets, moi que je sois actionnaire, entrepreneur ou autre et tout, c'est l'équipe qui reste le plus important. On le sait tous, hein, mais c'est une fois de plus, il y a des milliers, des millions de case studies là-dessus où on démontre que, voilà, que le projet n'a pas marché en tant que tel, mais que l'entreprise a retourné, les entrepreneurs ont retourné le projet pour en faire un succès. Moi, si vous prenez Criteo, il y a plein de bouquins qui sortent sur Criteo ces jours-ci, un des plus beaux succès du numérique français. Et ils ont levé des sous, donc les investisseurs leur ont fait confiance à eux, entrepreneurs, plus qu'au projet à la base, qui était complètement différent de ce qu'ils font aujourd'hui, à savoir du retargeting. Le projet n'a pas marché, il a repas marché, et ensuite, au bout de la 3e ou 4e tentative, ça a marché. Mais personne n'a perdu foi en l'équipe dirigeante, et c'est ça le plus important. Donc, une fois qu'on a une bonne équipe qui s'entend bien et qui va faire avancer le bateau dans la même direction, et qui est vraiment fully committed, c'est très important. Moi, là, je vous ai dressé un portrait peut-être un peu enjolivé, etc. Mais la plupart du temps où ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas un engagement vraiment à 200%. Et la plupart du temps, il y a des entrepreneurs qui me rappellent ce que je faisais moi il y a 4-5 ans. Je fais plein de trucs à la fois, à droite à gauche, c'est le meilleur moyen de se planter. Alors, c'est pas du tout le discours que j'aurais tenu il y a quelques années, mais aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment très important de se dire qu'il faut être à 2000% comité pour avoir une chance que ça marche, vraiment jour et nuit. Moi là, je suis en train de laisser tomber un projet, je vais annoncer bientôt d'ailleurs, parce que l'entrepreneur ne délivre pas assez. Donc vraiment, voilà, beaucoup d'énergie, une bonne équipe, le time to market, l'acquisition de trafic. On peut avoir la meilleure idée du monde. Si vous êtes dans une impasse et que personne ne voit, ça sert à rien. Vous pouvez avoir le meilleur site e-commerce. Si personne ne voit que vous existez, vous êtes une étoile dans la galaxie. Donc l'acquisition de trafic, c'est important parce que souvent, nous, 3-4 fois par semaine, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir et qui disent « j'ai une super idée d'application de dating ou de jeu, etc. » Alors la question d'après, c'est « ok, très bien. Admettons que tu es un CTO qui va te développer l'application gratuitement ou avec des parts, faire un compromis. Comment tu fais ton acquisition de trafic ?» Ils disent « non, mais ça on verra plus tard. » Je dis « non, ça on verra pas plus tard parce que l'idée, tout le monde là, elle est très bien, etc. Mais l'exécution, voilà, c'est la partie qui fait après, c'est le plus dur. Et l'acquisition de trafic, on fait pas. Si tu sais pas comment faire venir les gens dans ta boutique de chaussures, même si elle est géniale, laisse tomber. Parce que avoir une idée de boutique de chaussures ou autre, même si c'est une super offre, un super concept,
On revient, pour ceux qui ont fait une école de commerce, au 4P du marketing mix. La communication, c'est très très important. Pas de questions? Bon, je vous remercie alors. Merci beaucoup.